Taré, je sais pas ce que t'en dis, mais moi, toute cette impro, ça m'a quand même vachement donné envie d'improviser une petite sieste. Vas-y, je t'en prie, comme chez toi. Ah, voilà, du coup, je vais te laisser démarrer. Bonjour à tous. Ah, par contre, ils nous les ont chauffés, mais je crois que là, ils sont repartis en mode digestion. Ouais, Bonjour. non, t'as raison, en fait, je vais pas faire la sieste. Ok. Bon, du coup, on les met un peu en mouvement. Ouais, je pense qu'il faut. Ok. Attends, pendant ce temps, je vais mettre les diapos, peut-être. Okay. Bon, du coup, l'idée, c'est que voilà, un peu d'activité physique, parce que ça fait du bien. Ça marche. À main levée, qui a déjà entendu parler de perma-entreprise? Oh, pas mal. Mince, donc en fait, ils vont entendre la même chose qu'avant. Merde. On va rien leur apprendre. Non. Ok. De la RSE. Ah, ouais, ça fait 30 ans que ça existe, donc c'est rassurant. Qu'est-ce que tu veux leur demander d'autre? Bicorp. Ah, un petit peu quand même. Pas mal. Ça fait son chemin. Ouais. La société à mission. Ouais, voilà, on est... À main levée, qui sait faire du ski? Bon, non, mais vraiment faire du ski. C'est un Parisien. Hein. Ok. Ok. Bon, ça n'avait rien à voir, mais j'avais envie de savoir. Voilà. Peut-être l'agilité? Il y en a qui lèvent pas la main. Ah, moins que pas sur la venus pour RSE, rien. dis donc. Je sais pas s'ils ont pris le bon thème d'événement pour l'Agile Tour. Écoute. Bon, on va se fixer une limite, je pense, sur cet exercice, que mine de rien, 300 personnes qui brassent les sous de bras, ça... Hein, on va vous éviter d'aller plus loin. Bon, nous, on est venu vous parler de perma-entreprise. Et avec cet arrêt, on s'est mis un défi, puisqu'on a déjà eu l'occasion de le faire à Grenoble, de l'aborder différemment. Comme vous êtes a priori assez nombreux à déjà en avoir entendu parler, vous en parlez sous un angle, j'espère nouveau. Alors déjà, moi, donc, c'est Cétaré, et quand j'avais à peu près cette tête, celle-là, du coup, pas celle-là, je rêvais d'être astronaute. Aujourd'hui, je suis directrice de la région sud-est de Narcisse. Et bon, du coup, je suis pas tout à fait dans l'espace, mais dans les étoiles, ça plane pour moi, donc c'est cool. Voilà. Thomas? Alors moi, comme vous pouvez très bien le voir, quand j'étais gamin, je rêvais d'être une fille. Et de ne plus avoir de problème cutané. Donc je m'en suis débarrassé en recouvrant mon visage. Et aujourd'hui, chez Norcis, je suis au sein de la direction générale, puisque je suis ce qu'on appelle un fils d'eux. Norcis a été fondé par mon père il y a 28 ans. Et... Pourquoi ça vous fait rire? Vous comprenez donc que la chute de fils d'eux n'est pas celle que vous pensiez peut-être. Et j'ai rejoint Norcis il y a 5 ans pour essayer de pousser très loin le bouchon de ce qu'on appelle l'engagement sociétal au niveau des entreprises. Donc les questions qu'on vous a posées, c'est en fait autant de dispositifs qui permettent de le faire. Et on va vous expliquer pourquoi nous, on a eu besoin d'inventer quelque chose de nouveau après avoir expérimenté tous ces dispositifs dont on vous a parlé. Pardon, j'ai été trop vite, c'est arrêt. Je t'en prie. Il est pressé. Et donc, en 2 mots, Norcis, c'est une boîte de services qui fait de l'ingénierie et du développement en informatique depuis 25 ans, qui s'efforce de faire ça bien pour les humains et la planète, en synthèse. Voilà. Et on n'est pas là pour vous en dire plus sur Norcis, mais plutôt vous parler de comment on met tout ça en œuvre dans le cadre de la perma-entreprise. Alors on a un coup de bol, on a un gros cœur vert. Et on ne l'a pas utilisé spécialement pour l'événement, hein, c'est un visuel qu'on utilise souvent. Ça, ce sont des œuvres d'art en canettes recyclées qu'on a fait faire par un artiste, qui sont par exemple là dans les locaux de Paris, mais on en a aussi à Lyon, etc. Et bon, celle de Paris, et donc j'en suis très heureux puisque je suis parisien, et le vert est la couleur majeure. Je partage avec vous quelques constats rapides pour bien s'aligner et que vous compreniez quel a été notre chemin pour arriver jusqu'à ce nouveau modèle de développement qu'on veut mettre en place, qu'on veut aussi partager largement et qui se veut très exigeant, notamment au regard des enjeux climatiques et sociaux. Mais déjà, premier constat, c'est que l'heure commence à être assez grave pour les entreprises. Ça chauffe. Ça chauffe à différents niveaux. Ça chauffe, par exemple, ces derniers mois à cause du conflit en Ukraine sur l'approvisionnement. Il y a des entreprises qui, du jour au lendemain, se sont retrouvées dans des situations extrêmement difficiles. Prenons l'aluminium, la société Caddy, qui fabrique les caddies qu'on a tous utilisés au moins une fois, redressement judiciaire, parce que quand le prix de l'alu fait x3 en quelques mois et que vous n'avez pas d'économie circulaire, que vous n'avez jamais fait de recyclage, ça ne tient plus. Donc ça chauffe déjà à ce niveau-là, et le Covid, évidemment, sur les filières d'approvisionnement a été aussi un sacré challenge. Ça chauffe aussi parce que les jeunes, de plus en plus, s'expriment pour dire, notamment aux grands groupes, si vous ne vous bougez pas, nous ne viendrons pas travailler pour vous.
Alors l'exemple ici, c'est un mouvement qui s'appelle le réveil écologique, et croyez-moi, il commence à faire peur à beaucoup de directions dans les grands groupes, qui n'arrivent plus à attirer les jeunes, et ces jeunes-là sont assez radicaux dans leur position. Donc ça, c'est un signal qui n'est plus du tout un signal faible, qui doit inciter les boîtes à se bouger. Le dernier, pardon, je n'avais pas besoin de cliquer, et je spoil la prochaine blague, c'est pas grave. C'est en fait le coût du désengagement pour les entreprises. C'est quelque chose qui n'est pas mesuré. Ça, c'est un truc qu'on évoque beaucoup avec les dirigeants. C'est qu'en France, il y a une étude qui explique que 15 000 € par an par collaborateur, c'est la perte économique du désengagement, donc de l'absentéisme, des arrêts maladie, etc. Donc vous multipliez ça par le nombre de salariés d'une boîte, ça fait vite des gros budgets, mais ça apparaît pas dans un compte de résultat. Et ça, quand on leur explique, ils se disent tout d'un coup, peut-être qu'investir un petit peu pour l'homme et la planète, c'est pas complètement con. Donc voilà autant de raisons qui doivent, à mon sens, et à notre sens avec Cetare évidemment, motiver le passage à l'action sur des modèles d'engagement beaucoup plus forts. D'autant que la RSE, qui existe depuis 30 ans, a permis de faire des petits pas dans bien des cas. Mais est-elle suffisante ? Je pense que 30 ans après l'émergence de la RSE, le monde ne se porte pas mieux. Alors heureusement, ce n'est pas du tout qu'à cause de la RSE, mais toujours est-il qu'on considère que ce modèle-là ne va pas assez loin. J'essaierai de vous expliquer après pourquoi, pour ne pas faire trop long. Et le dernier, c'est qu'en fait, à un moment où on dit souvent que les États sont assez inopérants ou trop inefficaces sur le climat, c'est extrêmement visible aujourd'hui, au moment où des associations, des ONG manquent de moyens pour mener à bien leurs projets, qui en fait se situent entre les deux avec les talents, de l'argent et une recherche constante d'efficacité, donc qui peuvent répondre très vite à des problématiques, ce sont les entreprises. Là encore, le Covid a montré que des boîtes du jour au lendemain pouvaient réinventer leur chaîne de production pour sortir du gel hydro, des masques. Donc les entreprises, elles ont une agilité, et là au sens profond du terme, pour répondre aux enjeux de société. Voilà pourquoi on porte ce message-là bien au-delà de Nord6. En conclusion, ne sommes-nous pas en train de scier la branche sur laquelle on était assis, voire en train de raser la forêt, qui est en fait notre habitat? Et donc c'est en partant de ça, et j'en dirai pas plus, qu'on se dit que l'entreprise doit absolument s'engager sur un projet sociétal, doit mettre non pas que ses politiques RSE, mais son business model au service de l'intérêt général, et c'est à travers ce modèle qu'on cherche à apporter une réponse beaucoup plus profonde. Alors en ce moment, il y a un truc à la mode qui s'appelle la raison d'être. Allez, un dernier petit coup. Qui connaît ce qu'est une raison d'être? Qui a déjà entendu parler de raison d'être? À peu près la moitié de la salle. La raison d'être, en fait, c'est une boussole, c'est un point de repère, c'est un cap que l'entreprise se fixe, c'est un trait d'union entre son histoire et son futur, c'est ce à quoi elle aspire, c'est finalement le but ultime de sa stratégie. Voilà ce qu'est une raison d'être. Alors en ce moment, de plus en plus d'entreprises se saisissent de cet outil pour essayer de définir à long terme ce qu'elles veulent devenir, ce qu'elles veulent donner, faire passer comme message à leurs parties prenantes, collaborateurs, candidats, clients et la société dans son ensemble. Je vous propose de faire un petit jeu, je vais vous en présenter quelques-unes. Vous allez essayer de deviner qui se cache derrière, et puis on vous fera voter. Donc essayez de les retenir, parce qu'à la fin, on vous fait voter. Première raison d'être, agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société. À votre avis, qui ça peut être? C'est pas drôle ce jeu, en fait. Crédit Agricole. Thomas, ouais. Jamy. On est d'accord que n'importe quelle boîte pourrait avoir cette raison d'être. Oui, en fait, c'est une raison d'être sociétale. Donc, en fait, ils ont plutôt pris un parti qui est d'avoir quelque chose de très vaste. Mais c'est vrai que ça ne dit pas grand-chose de ce qu'ils peuvent apporter comme bénéfice direct. D'ailleurs, les banques, trop souvent, l'intérêt des clients, ça a été la maximisation des profits qui pose problème aujourd'hui. Donc, je ne porte pas de jugement. Simplement, voilà, c'est un parti pris qui est d'avoir une raison d'être sociétale, c'est-à-dire en fait très, très, très large. Allez, deuxième. Next. Notre entreprise existe pour sauver notre planète. Boulard, ils ont le boulard dans cette boîte. Alors, Total, non. Google, ouais, ça aurait pu. Non. Alors, j'ai entendu Nord6, non. SpaceX, non. Ouais. Ils auraient pu aussi. C'est en rapport avec le vestimentaire. J'ai entendu Patagonia à ma gauche. Donc là, cette raison d'être-là... C'est un peu prétentieux quand même. C'est un peu prétentieux. On peut appeler ça une raison d'être militante. Parce que finalement, on existe pour ça. Je pense qu'il y a très peu de boîtes dans le monde qui peuvent se permettre d'avoir une raison d'être pareille. Patagonia n'est pas parfait, mais quand on creuse, ils ont quand même un sacré modèle. Peut-être vous l'avez vu passer récemment, le fondateur a donné, s'est délesté, s'est destitué de 100% du capital qu'il possédait pour le transmettre à un fonds qui fait que l'intégralité des bénéfices à venir de Patagonia seront reversés à une organisation de préservation de la planète. Donc ça c'est la classe. C'est quand même pas rien.
C'est vrai. Devenir la major de l'énergie responsable. Ça n'est pas Patagonia. Du coup, c'est l'autre. Déjà. Total. Ça fait, enfin, major, ça fait un peu genre, on a envie d'écraser tout le monde quand même. Alors là, c'est une ambition qui est derrière la raison d'être. En effet, on veut être la major, donc on reste dans des logiques quand même très mercantiles, très compétitives. On veut être le number one, donc on va faire notre possible pour manger les parts de marché, etc. Donc énergie responsable, très bien, mais je trouve que ça dénote une ambition qui est quand même un petit peu différente. Donc la finalité de cette raison d'être, c'est pas tant d'apporter l'énergie partout dans le monde, c'est d'être la major. Donc ça veut dire qu'il faut faire des choix pour être la plus performante, notamment économiquement. Apporter à chacun la liberté de se déplacer facilement en préservant la planète. C'est pas Air France, c'est pas Flixbus. SNCF, on me dit à gauche. Je crois que c'est ça. Par contre, Thomas, Thibaut, pardon. Ah, t'as raison. Apporter à chacun la liberté de se déplacer facilement en préservant la planète, il manque pas un truc? Bah, je sais pas quoi. En préservant la planète et en arrivant à l'heure? Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On leur dira. Ouais, en arrivant tout simplement. En arrivant à bon port, ouais. Alors voilà, celle-ci, on la qualifie de sectorielle. Elle dit clairement dans quel champ elle opère. Hein, la différence, par exemple, de celle du Crédit Agricole, qui est beaucoup plus vaste. Là, on est bien dans un champ particulier qui est celui de la mobilité. Alors, réaliser la promesse de la technologie alliée à l'ingéniosité humaine. Oh non, arrêtez les gars. Pardon. Non. Non, c'est pas Narcisse. C'est dans l'univers du numérique, bien évidemment. Il fallait quand même qu'on prenne un exemple. Et nous aidons nos clients à se transformer pour donner le meilleur d'eux-mêmes. CapG, non. SAP, non. Nintendo, non. Non, je ne crois pas l'avoir entendu. Oracle, non. En fait, vous allez tous les faire, sauf... Ouais. Ah oui, c'est vrai, il y a eux aussi. HP. Microsoft, HP, non. Apple, Accenture, ça y est, on l'a eu. Voilà, Accenture. C'est un peu nébuleux comme raison d'être, non? Ah oui, mais là aussi, parce que je pense que leur ambition, c'est quand même de pouvoir toucher à des champs très vastes. Quand on est une très grande structure, c'est compliqué d'avoir une raison d'être spécifique. Si vous avez 50 métiers différents, vous faites de la MOE, de la MOA, vous faites de l'édition, vous faites de la SS2I, de l'ESN, ça devient compliqué en fait de rassembler tout ça. Donc voilà pourquoi je pense que dans le cas comme Accenture ou le Crédit Agricole aujourd'hui, ils ont décidé d'avoir des raisons d'être qui englobent énormément de possibilités. En fait, ils ne se ferment aucune porte pour l'avenir. Ah, et si on vous montrait la nôtre? Parce qu'on est joueurs. Donc dans le vote, on va vous mettre Narcisse. Et peut-être qu'on va partir en courant après le vote. Voilà ce que dit la nôtre. Concevoir, ça c'est notre métier, mais la première chose, c'est concevoir avec une préoccupation humaine et éthique. C'est le préalable à tout ce qu'on veut faire derrière. Des usages du numérique efficaces parce que faut quand même qu'on parle à nos clients. Et pourquoi on fait ça? Afin de contribuer à une évolution positive du monde. Je ne vais pas vous la commenter parce que ce serait biaiser votre vote. Je la laisse comme ça. Je pense que vous comprendrez notre projet à travers les exemples qu'on donnera sur le modèle de perma-entreprise. Et donc, je vous invite, et Cétaré vous invite, je crois. Normalement, tu me demandes c'est laquelle ma préférée. Cétaré, pardon, quelle est ta... Nous aussi, on fait de l'impro. Ah, merci. Mais elle est ratée, la nôtre. C'est pour l'effet d'après. Alors, Cétaré... Ça, je ne m'attendais pas du tout à ce que tu me poses la question. Ah bah, j'ai bien compris. Écoute, je ne sais pas trop, j'hésite. Du coup, je pense que je vais demander l'avis du public. Public, à vos télécommandes. Sortez vos smartphones. Quelle est la raison d'être préférée parmi celles que... les deux qui vos deux raisons d'être préférées. Le plus. Donc, menti.com, vous rentrez le code et puis vous faites votre petit vote. Il n'y a pas la musique. On fait vraiment... Et il n'y a pas la musique. Du coup, l'effet est raté, mais c'est pas grave. On peut même vous la... Normalement, on va voir en live les... Je ne sais pas bien faire. Donc, menti.com, vous saisissez 33 91 48 05. Il n'y a pas de numéro complémentaire. Vous tapez 1 pour Thomas et 2... Non, je regarde. Pour Thibaut. Ah là, ça y est, ça arrive. Super. 33 91 48 05. C'est son 06 que tu voulais après. Il y a, je pense, 3-4 collaborateurs Nord 6 dans la salle, donc si j'ai que 3-4... Ah, c'est bon, ça me rassure.
D'ailleurs, ça se trouve, les 4 ont voté pour autre chose. Bah, et on espère. Et ils ont le droit. On n'est pas... Bon, vous êtes un peu faillot, mais ça nous fait plaisir quand même. Putain, Patagonia. Le troll. Total. Je sais pas combien ils sont dans la salle, mais 70 votes pour l'instant. Allez, ça continue d'arriver. Bon, en tout cas, il y a une tendance qui se dessine. Il y a une tendance qui se dégage. Il y a une tendance qui se dégage. Alors, on peut préférer une raison d'être pour plein de raisons, hein. Et vous comprenez bien que selon l'objectif qu'on a à travers une raison d'être, on peut la formuler très différemment. La nôtre, par exemple, elle a été co-construite avec les salariés parce que le premier objectif, c'était bien que ce soit un outil de mobilisation interne, la définition d'un projet collectif de long terme qu'on voulait engager avec les équipes, hein. Donc on ne pouvait pas avoir, je pense, quelque chose d'aussi court et percutant qu'on existe pour sauver la planète, d'autant qu'il faut quand même avoir sacrément les reins solides pour affirmer un truc pareil. Donc voilà, c'est intéressant, mais on voit qu'il y a une qui percute beaucoup, une qui est plus dans notre univers, et une qui est, je pense, moi je trouve que SNCF, elle a le mérite d'être très claire et assez courte. Chez nous, par exemple, je pense qu'il n'y a pas 20 personnes sur 650 qui savent vous la donner. Qui savent la dire en entier, ouais. Oui. Concevoir avec une préoccupation humaine et éthique des usages du numérique efficaces pour contribuer à l'évolution positive du monde. Bravo! T'imagines si je ne savais pas la dire, la honte. J'y ai contribué, j'ai fait partie du groupe qui a travaillé avec la méthode Ikigai sur c'est quoi notre raison d'être, qu'est-ce qu'on sait bien faire, pourquoi on le fait, pourquoi on est payé, toute la méthode qui permet d'accoucher de ce truc-là. Donc ça aurait été la honte si je ne savais pas le dire. Alors pourquoi on prend 10 minutes sur les raisons d'être? Parce qu'en fait, c'est la première étape dans ce que nous proposons pour devenir une perma-entreprise. Et parce que, comme je vous le dis, c'est quelque chose qui se fait beaucoup en ce moment. Moi, je fais 10 ans de conseil en développement durable avant d'arriver chez Nursis. C'est pour ça qu'on a été vers Bicorp et d'autres choses. C'est pour ça qu'on a fait une raison d'être en 2017. Et aujourd'hui, il y en a tellement qui se lancent que ça devient presque difficile de voir quelle est la démarche derrière. Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est plus à une finalité marketing? Est-ce que c'est vraiment une envie de contribuer au niveau de sociétal? Donc on voulait vous montrer ça parce que ça vous aidera à mieux comprendre d'où on vient et qu'est-ce qu'on propose à travers ce modèle pour que la formulation d'une raison d'être soit certainement pas un aboutissement, mais plutôt le point de départ d'un vrai projet de transformation ambitieux au service de l'intérêt général. C'est pour ça qu'il faut que je vous raconte rapidement ce qui nous a fait arriver à la perma-entreprise. Ce qu'il faut que vous disiez, en fait, c'est que ce modèle de perma-entreprise, c'est 20 ans de R&D. Parce que depuis 20 ans, Nursis mène une réflexion, notamment sous l'impulsion de son fondateur, autour d'une entreprise qui est très humaniste, un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu où les barrières culturelles tombent, un lieu où on s'épanouit parce qu'on progresse, parce qu'on invente, parce qu'on apprend. Et tout ce chemin-là a fait que, notamment en 2013, lorsqu'on a voulu être labellisé RSE, dès le premier coup, on a eu ce qu'on appelle donc, le label engagé RSE exemplaire. C'est absolument pas une fin en soi, c'était satisfaisant, mais il ne faut pas s'en faire une fierté. Il faut se dire, maintenant, c'est quoi l'étape d'après pour être plus ambitieux? Parce que pour moi, la grosse limite de la RSE, c'est que ça t'intéresse à beaucoup de choses, sauf au business. Or, le plus gros pouvoir d'évolution, de transformation et de mobilisation des énergies par les entreprises, c'est bien son business. Pour ça que ça ne suffit pas. Donc c'est pour ça qu'en 2017, on fait une raison d'être. Le mot éthique ressort et vous allez voir qu'il est très important. Donc on crée un conseil éthique que n'importe quel collaborateur peut saisir s'il constate un trop fort décalage entre la raison d'être et ce qu'il vit au quotidien. Donc on se mouille, hein, on se met en danger en faisant ça. Mais on le fait. On invente des outils dont Cétaré parlera après, etc. Et puis pour vérifier que ce cheminement, c'est le bon, on se fait certifier Bicorp, parce que Bicorp, c'est une certification qui vient vérifier, pour 50% de l'évaluation, si votre modèle d'affaires il est au service de l'intérêt général. Est-ce qu'il aide à être en meilleure santé? Est-ce qu'il préserve la planète? Est-ce qu'il bénéficie à des publics défavorisés? Ouais, ce genre de choses. Ça, c'est mesuré précisément par Bicorp. Donc on le fait en 2019, on l'obtient avec grand bonheur. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, arrive en France un nouveau dispositif légal qui est la société à mission, qui vous permet de mettre la raison d'être dans les statuts, d'y associer des objectifs et d'être contrôlé tous les 2 ans par un organisme externe indépendant. Donc on l'a fait. On est en cours d'audit, ça se passe plutôt pas mal, donc c'est cool. Mais voilà tout le chemin qu'on fait. Et en fait, avec tout ça, on se retrouve avec 5 référentiels de pilotage de l'engagement sociétal. Les collabs, ils comprennent plus rien. C'est arrêté, tu confirmes? Ouais, bon. Et en fait, surtout, il nous manquait quelque chose qui est que tous ces labels, toutes ces certifications, elles ne partent pas de nous. Ce sont les mêmes critères pour tout le monde. Donc ça ne fait pas une aventure collective qu'on co-construit avec les équipes. Voilà.
Donc c'est pour ça, notamment, qu'on a découvert en la permaculture quelque chose de formidable, et c'est pour ça qu'on veut vous en parler aujourd'hui de façon plus précise. Et je pense qu'il nous reste 20 minutes, 25 minutes pour le faire. On est bien. Alors on vous présente ce modèle de développement. On dit bien modèle de développement parce qu'une entreprise cherche à se développer. Elle se développe, alors évidemment, on le pense tout de suite en matière de croissance, mais il n'y a pas que ça. Il y a un développement des compétences humaines, il y a un développement des relations, il y a un développement de son ancrage sur le territoire. Vous voyez, ça peut prendre plein de formes. Donc c'est un modèle de développement, mais qui fixe un cadre pour qu'on arrête de se développer à tout va, n'importe comment, sans considérer l'humain, sans considérer le vivant. Et donc on dit que c'est un modèle de développement qui est régénératif, vous allez voir pourquoi, performant autant que possible, et aujourd'hui les résultats chez nous le montrent, qui est très très fortement inspiré de la permaculture. À l'origine de cette inspiration, il y a donc une philosophie. La permaculture, c'est présenté comme une philosophie de vie qui a été largement théorisée dans un ouvrage dans les années 70. Donc ça fait quand même 50 ans que deux types australiens, Bill Mollison et David Holmgren, écrivent un bouquin de 700 pages pour décrire cette philosophie, pour décrire comment entretenir un espace vivant, un jardin, un potager, à travers des grands principes. Et notamment, et c'est ce qui régit toute la réflexion, toute la philosophie, 3 principes éthiques indissociables. Le mot indissociable est très important, on va vous expliquer après pourquoi. Ce qui nous a beaucoup intéressé, au-delà du fait que ça structurait la notion d'éthique qu'on avait du mal encore à appréhender quand bien même elle était dans la raison d'être, c'est que vous voyez que ça assume la croissance, ça assume la recherche de performance, mais ça questionne en profondeur les conditions de réalisation de ce développement, de cette recherche de croissance, et ça change beaucoup de choses. C'est indissociable, donc c'est plus je fais un coup de l'humain, un coup de la planète, et puis surtout beaucoup de l'argent. C'est les 3 tout le temps ensemble, et vous allez voir que ce n'est pas l'argent la finalité dans ce modèle. Bienvenue en perma-entreprise. On va donc vous parler maintenant plus concrètement de ce que c'est que ce modèle de développement. Alors il faut donner une définition, il faut essayer en tout cas de donner une définition, on nous demande souvent. Donc là vous en avez une. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit qu'on veut une production efficace. Efficace, ça prend différentes formes, mais que ce soit utile aux humains. Alors la notion d'utilité, elle est difficile à définir. C'est pour ça qu'il faut des outils, un cadre. Sans nuire à la planète, bien évidemment. Voire en la régénérant, parce qu'on va faire un usage des ressources qui va être sobre. C'est un peu à la mode, hein, la sobriété. Voire régénératif quand c'est possible. On va vous donner quelques exemples. Et une dernière figure imposée du modèle, c'est qu'on doit partager équitablement les richesses. Dans le modèle, par exemple, on propose que la richesse financière, les bénéfices par exemple, soient partagés avec la société à hauteur de 50%. En général, quand on dit ça, la moitié de la salle se vide, parce qu'on paye des impôts, mais parce qu'on peut faire des différents dispositifs de partage avec les collaborateurs, parce qu'on peut redonner à la société à travers une fondation, ou ce qu'a fait M. Chouinard avec Patagonia. Il y a plein de façons de redistribuer cette richesse, mais de cesser un accaparement et le fossé des inégalités qui se creusent. Voilà toute l'ambition qu'on porte à travers ce modèle. C'est une ambition, ça ne veut pas dire qu'on est parfait partout, mais ça veut dire qu'on fixe un cap très ambitieux et radical, parce qu'il n'y a que comme ça que même des petits pas seront vraiment utiles et serviront une ambition derrière qui se veut beaucoup plus importante. C'est arrêt, je crois que j'ai tout dit. Yes. Donc Thomas disait 4 piliers. Merci. 4 piliers. Donc prendre soin des humains, préserver la planète, se fixer des limites et partager richesse. Ça, c'est le premier pilier. Et comme on aime bien le teasing, on ne va pas vous parler des 3 autres tout de suite, parce qu'il y a un atelier derrière, et ceux qui ont envie de creuser viendront sur l'atelier. Mais en tout cas, pour ce premier pilier, c'est 3 principes fondamentaux. Et en fait, la grosse différence de ce modèle versus les modèles de la RSE qu'on connaît, c'est que stop le silotage. Pour chaque projet de l'entreprise, pour chaque décision qui est prise dans l'entreprise, je ne me dis pas, tiens, qu'est-ce que je fais pour mes clients, qu'est-ce que je fais pour mes salariés, qu'est-ce que je fais pour mes fournisseurs, qu'est-ce que je fais pour l'environnement. Je réfléchis à ce que toutes les parties prenantes soient autour de la table et qu'il y ait de l'impact, en s'appuyant sur ces 3 principes éthiques. Voilà. C'est arrêt. Oui. Excuse-moi si je me trompe, mais le 3e pilier, c'est pas vraiment l'habitude des entreprises, ça, de se fixer des limites. Non, c'est vrai. Généralement, c'est nos limites. En tout cas, à notre niveau, ce qu'on essaye de faire, un exemple de se fixer des limites, c'est de se dire, faut faire du business, oui, mais pas à tout prix. Donc, on peut s'autoriser à pas travailler avec
tel ou tel client si on se dit que son activité, elle ne va pas dans le sens de respecter ces 3 principes éthiques, que ce soit sur le bien-être des personnes, de la planète. Voilà. Donc, se fixer des limites, ça passe aussi par ça. Mais vous voyez, en fait, c'est un changement radical de logiciel pour le fonctionnement de l'entreprise. Je ne fais pas des projets pour faire de l'argent. Je fais des projets qui servent à un modèle de société beaucoup plus juste, vertueux, et parce que je le fais bien, je gagne de l'argent. L'argent n'est pas la finalité, c'est une conséquence de la finalité qui est l'intérêt général. Donc ça change beaucoup, beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une forme de radicalité dans ce modèle. Ça marche plus? Si, ça marche. Je regardais ce qui venait. Et donc, on s'est dit, tiens, l'agilité dans tout ça, parce qu'on est quand même là aujourd'hui. Et donc, en fait, dans un des deuxièmes, donc je vous ai dit 4 piliers, le second, c'est les 12 principes de design. Donc, dans la permaculture, donc, dans les années 70, nos 2 Australiens préférés, ils ont décliné 12 principes de design qui sont écrits là, qu'on a évidemment porté dans le modèle perma-entreprise. Et en fait, dans ces 12 principes de design, on en a repéré quelques-uns qui sont hyper en phase avec l'agilité. Et vu que notre métier à Norcis, c'est aussi de travailler en agilité. Donc, notamment, parmi ces principes de design, être capable de s'autoréguler. Je pense que ça vous parle tous. Quand on travaille en mode agile, le premier principe, c'est que l'équipe, elle s'autorégule, elle se gère. C'est que quand il y a des problématiques, elle les règle en autonomie. Et aujourd'hui, on a vu ce parallèle. On trouvait ça intéressant de le souligner. Nourrir des relations de coopération, au sens... au-delà de la coopération d'une équipe, c'est la coopération de tous les acteurs qui peuvent être impliqués. T'en parlais tout à l'heure, dans un exemple concret, on est en train de réaménager nos locaux. Spontanément, n'importe quelle structure, j'espère, va au moins mettre les salariés autour de la table pour réfléchir à l'aménagement des locaux. Mais en fait, ça peut aller beaucoup plus loin que ça. C'est aussi par exemple, pourquoi pas mettre la médecine du travail dans la boucle. Et c'est un acteur qui est extérieur à l'entreprise, auquel on ne va pas penser spontanément. Pour autant, il a toute sa place autour de la table pour réfléchir à l'aménagement des locaux. Et donc, se nourrir de relations de coopération, c'est en ça que, de la même manière, en agilité, il faut être au plus près des utilisateurs finaux, parce que sans eux, on ne peut pas réussir un projet. Et donc, voilà, le parallèle qu'on peut faire aussi sur ce principe de design-là. Prototyper, expérimenter, du coup, je pense que je ne vous apprendrai rien. L'approche Lean, le fait de faire des POC, voilà, expérimenter, travailler par itération sur des cycles courts. Voilà, c'est encore une fois un principe de design qui est hyper d'actualité, alors que voilà, les années 70, ça sont déjà loin. Et pourtant, pardon pour ceux qui sont des années 70. Voire avant. Et puis, le dernier qu'on avait noté, c'était se réinventer en permanence. Donc là, pareil, la remise en question permanente et dans une équipe et en mode agile, c'est la rétro, c'est l'amélioration continue. Donc voilà, c'est le parallèle qu'on peut faire sur les principes de design. Je ne vous balaye pas les autres qui ont tout leur intérêt et tout leur sens, mais là, c'était plus pour faire le petit parallèle avec quelques principes qui vont dans... avec l'agilité, si tu complétais. On n'ira pas plus loin sur la théorie. Et en fait, en conclusion de ça, ce qu'on peut vous dire, c'est que dans bien des cas, ce que nous a appris la permaculture, en fait, vient surtout confirmer plein de choses qu'on pensait et que vous pensez sans doute tous déjà. La preuve ici, avec ces principes de design qui sont en fait hyper alignés avec les principes de l'agilité. Et souvent, on nous a fait ce retour, on nous dit « Ah, merci », alors, parce qu'il y a un bouquin dont on va parler à la fin. En fait, vous avez mis sur papier ce que je pensais depuis longtemps. Et je crois que c'est le truc le plus intéressant qui aboutit de tout notre cheminement jusqu'à le partager avec vous et bien au-delà, évidemment. C'est qu'en fait, c'est venu poser un cadre, des méthodes sur des choses que beaucoup de gens avaient envie d'instruire, de beaucoup de projets qu'ils avaient envie d'engager. Mais il manquait le cadre. Et c'est ça que c'est venu apporter, en fait, ce modèle et cette source d'inspiration de la perma. Donc maintenant, on va vous en parler plutôt de façon très concrète. Ce sera sans doute ce qu'il y a de plus intéressant. Donc, des exemples concrets de comment on met ça en œuvre. Par exemple, c'est de mettre en place
pour le premier pilier, donc, qui est prendre soin des humains, c'est de mettre en place des dispositifs qui facilitent, par exemple, l'équilibre vie pro-vie perso, donc d'avoir beaucoup de jours de congé, 20 RTT par exemple. C'est permettre aux équipes, alors, dans nos métiers de services numériques, de choisir leur mission. C'est se reconnecter à la nature. Alors chez nous, ça s'est passé par des expérimentations, pour certaines hyper hors sol, hein, mais on a expérimenté des sorties en forêt, câlins aux arbres, on a expérimenté la végétalisation des postes de travail, on a offert une graine de capucine à chaque collab et on a fait un concours des capucines dans les locaux. Enfin voilà, il y a plein de manières de le faire, de la très simple à la très sophistiquée. Et dans le cœur de l'activité, c'est travailler beaucoup dans la santé, dans le service public, et donc quelque part contribuer à prendre soin des humains au travers aussi du métier et de ce qu'on fait. Sur le second pilier, je te laisse parler, le climat, c'est ton bébé. Je vais faire la transition avec la reconnexion à la nature, parce que en fait, quand on a défini tout ce projet de perma-entreprise, on a bossé avec des collaborateurs. Ce sont des collaborateurs qui ont défini grosso modo tout le projet. Ce sont des collaborateurs qui ont voté. Et par exemple, Reconnexion à la nature, ça faisait partie de 16 nouveaux projets qu'on voulait engager. Et on a 250 collaborateurs qui ont voté sur les 5 projets préférés parmi les 16. Et ce qui nous a beaucoup surpris à l'époque, c'était il y a 1 an à peu près, c'est que le projet numéro 1, largement devant, c'était Reconnexion nature. C'est pour ça que c'est ce qu'on a engagé en premier d'ailleurs, parce qu'on voulait vraiment co-construire avec les équipes. Et vous voyez qu'il y a ce qu'on a en termes de stratégie de politique groupe, mais il y a aussi ce qu'on fait en matière de projet, par exemple 40% d'activité dans la santé. Si je prends préserver la planète, aujourd'hui, et c'est un domaine où on monte en puissance, on a à peu près 10% de notre activité qui se fait au service de la transition écologique, avec l'Office français de la biodiversité, avec l'ADEME, avec Enercop, par exemple. Sur des actions très concrètes, on a voté là aussi collégialement à 60, il y a 2 ans, le refus de l'avion. Alors on l'a voté en janvier 2020. Du coup, on est bon. Du coup, ça n'a pas été dur de s'y tenir. À la limite, qu'on s'est fixé sur l'avion, c'est pas d'avion si le déplacement est possible en moins de 6 heures en train. Voilà. Il se trouve qu'on a une agence à Paris qui est très en lien avec l'agence de Nice et que ça se fait en 5h45 de train. Donc mais franchement, ils s'y tiennent. Hein. C'est un bel engagement de leur part. Et puis un autre truc, stratégie climat. Il y a une très très grande mode en ce moment, c'est on plante des arbres. Et on l'a fait par le passé. Et on l'a fait. Et c'est bien de le faire dans une certaine proportion. Le problème, c'est quand en fait, ça vient tolérer en interne de ne pas changer grand-chose. Parce que tout va bien, on plante des arbres. Alors, il y a eu plein d'études qui montrent qu'au-delà de ça, de toute façon... En gros, si on voulait compenser les émissions globales de l'humanité aujourd'hui en plantant des arbres, il faudrait 4 fois la superficie disponible actuelle sur Terre. Voilà. Donc déjà, vous voyez que physiquement, c'est juste impossible. Mais au-delà de ça, il y a un problème, c'est qu'un arbre, ça met 40 ans à compenser le CO2 que vous avez émis dans une année. Or, le marché et les crédits carbone vous autorisent à dire que vous avez compensé l'année donnée. Donc déjà, ça, c'est quand même un gros pipeau. Le deuxième truc important, c'est que aujourd'hui, l'enjeu climatique nécessite d'agir un petit peu plus vite qu'en 40 ans. Alors, il y a d'autres solutions. Et en creusant et en poussant plus loin la réflexion, parce que finalement, ce modèle nous l'imposait, on a découvert, par exemple, qu'on pouvait soutenir financièrement la transition agricole et que sur 5 ans, non pas sur 40, on allait faire supprimer la moitié des émissions de carbone de l'exploitant en question. Le premier auquel je pense, il est à 10 km de notre siège social, donc en plus c'est chouette parce qu'on peut aller le visiter, les équipes peuvent le voir, et on contribue au mieux manger, on contribue à la réintroduction de la biodiversité. Donc ça, vous voyez, c'est aussi une valeur ajoutée du mode de pensée perma, c'est qu'en ayant ces 3 principes qu'on considère constamment, franchement, ça invite à être beaucoup plus exigeant et à identifier des nouvelles façons de fonctionner, des nouveaux partenariats. Vous imaginez une ESN avec un agriculteur, quoi. C'est quand même un concept. Mais on l'a fait, voilà. Et donc le troisième pilier, se fixer des limites et partager les richesses. Donc sur se fixer des limites, je le disais tout à l'heure, le renoncement business, c'est un vrai parti pris. Et par exemple, au travers notre conseil d'éthique dont parlait Thomas tout à l'heure, donc c'est un organe de gouvernance composé de personnes internes représentant divers métiers à Nord6, plus quelques consultants externes spécialisés dans les questions d'éthique.
Et ce conseil, il peut être saisi par n'importe quel collaborateur s'il a un questionnement, que ce soit dans le cadre de ce qu'il fait au quotidien, dans notre fonctionnement, peu importe. Et une des saisines du conseil d'éthique a conduit pour une agence dont un client avait de forts, comment on pourrait dire, de forts effets sur un bilan carbone sévère parce qu'il était un gros émetteur de CO2. Et ben, ça a conduit à refuser de continuer à travailler avec, bien que humainement le projet se passait excessivement bien, que techniquement le sujet était hyper intéressant. Et donc on s'est refusé, on a empêché la croissance quelque part de l'agence en question. Au profit de se dire à un moment on ne peut pas tout faire et donc on accepte ça. Et voilà. Et pour la partie redistribution des richesses, parle-nous un petit peu de la fondation et du fonds actionnaire. Voilà, bon, j'ai cité des exemples, mais l'idée c'est de partager largement le fruit de la production. Et donc ça passe par différents mécanismes, un plan épargne entreprise, le plan d'intéressement, les impôts. On compte les impôts parce que vous voyez, quand on est une ETI comme nous, on paye 25% d'impôts. Quand on est un très grand groupe, on paye 12%. Donc proportionnellement, la contribution à l'effort d'intérêt général, il est 2 fois plus important dans une ETI. Donc nous, dans les 52%, on met les impôts. On a une fondation depuis 20 ans. Et en fait, ce qu'a fait M. Chouinard de Patagonia il y a 2 mois, en donnant 100%, on l'a fait en janvier. Donc on était en avance sur lui, mais on a fait beaucoup moins. 10%. C'est pas mal déjà. Cette idée-là, elle est vachement intéressante. C'est-à-dire que si vous versez des dividendes, vous garantissez qu'une partie finance des projets d'intérêt général. Donc nous, par exemple, ce sera sur des projets autour du numérique et l'application de la PERMA au numérique. Donc des projets plus inclusifs, plus vertueux, open source, ce genre de choses. C'est-à-dire que si demain, il y a des dividendes pour les actionnaires, il y aura des dividendes pour ça, garantis. Et on augmentera sûrement crescendo la voilure. Bon, voilà comment on peut partager largement le fruit de tout ça. Ce sont quelques exemples pour que vous puissiez concrétiser finalement ce que ça veut dire. Alors là, ce sont des exemples qui sont à l'échelle de l'entreprise. Maintenant, il y a chacun à son niveau, dans son métier. Et là aussi, on est en train d'explorer de nouvelles voies et on voulait partager avec vous quelques exemples. C'est à toi. D'autres exemples, ouais, d'autres exemples. Du coup, notre université d'entreprise et des communautés métiers, donc ça, c'est aussi un moyen de prendre soin des humains. Donc, c'est dire faire partager les équipes, former, faire en sorte que, de la même manière que dans un jardin potager, on veut préserver le sol et faire en sorte que, même si on a produit sur un sol, il soit dans le même état avant et après. Se dire qu'en ayant des communautés métiers, en ayant une université d'entreprise, en formant les gens qui passent par la société, quand ils s'en vont, il faut qu'ils soient à minima dans le même état. Et l'ambition pour nous, c'est avec encore plus qui repartent enrichis. Voilà. Et c'est ça l'ambition au travers d'universités, de communautés. Sur la partie planète, voilà, c'est décliné dans nos métiers l'éco-conception. On a chez nous des économistes, dont l'un d'entre eux est dans la salle. Ce métier, c'est accompagner les projets de bout en bout sur la question de la sobriété dans nos projets. Et au-delà juste du Green IT, c'est de se poser la question très très en amont de l'approche par la valeur, de est-ce qu'on a vraiment besoin de telle et telle fonctionnalité, enfin voilà, de challenger pour concevoir et réaliser des choses que si elles sont vraiment utiles et utilisées. Et donc accompagner toutes nos équipes et les sensibilités à l'éco-conception, voilà, entre autres. Est-ce que si certains d'entre vous savent ce que c'est l'économie, parce qu'on parle de plein de concepts, alors il faut quand même qu'on clarifie. Là, on a trouvé une question. Bravo. J'ai vu, bravo. En fait, l'économie, ça consiste à dire qu'en faisant de l'écologie, on va faire des économies de coûts. Et nous, depuis quelques années qu'on parle de ce sujet à nos clients, on a un retour très faible, très peu intéressé. Et donc, on est convaincu que ce discours-là peut avoir beaucoup plus d'impact. Et d'ailleurs, on voit que ça commence à marcher parce qu'on a enfin des retours et des projets qui se lancent, des projets d'éco-conception des services. Puis je vous raconte juste une petite anecdote, qui est qu'en 2011, en fait, on a fait notre premier bilan carbone en 2006. L'outil est né en 2004, nous on le faisait en 2006. Et 5 ans plus tard, on se dit, si on transposait ça à l'échelle des projets?
Donc 2011, on crée un truc qui s'appelle l'étiquette environnementale. C'est-à-dire quand on faisait une proposition commerciale, on préévaluait les émissions de CO2 qui seraient générées par la réalisation du projet, parce que les équipes se déplacent, parce qu'on a des équipements informatiques dont il faut amortir le coût carbone, etc. Et la première fois qu'un client s'est intéressé à ce truc-là, en 2019. Ouais, je me souviens très bien de propositions où j'essaie de mettre en avant ce truc-là et je sens qu'en face, ils n'ont juste rien à faire. Ce qui les intéresse, c'est combien ça va coûter. Hein. Donc ça a mis du temps, mais la bonne nouvelle, c'est que ça y est, ça commence à percuter. On a enfin des retours. Vous voyez, à l'époque, d'ailleurs, on parlait de nombre d'arbres à planter pour compenser, parce que c'est un outil pédagogique. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que ça, c'est en train de s'accélérer. Et nous, on est heureux de le voir, parce qu'évidemment, on se doit d'investir ce champ. Et du coup, sur la partie se fixer des limites, je disais tout à l'heure, voilà, décider de ne pas travailler dans tel ou tel contexte, ça passe par beaucoup de pédagogie, puisque un commercial, des équipes projets, on n'est pas toujours tous, on n'a pas le même degré de sensibilité, et voilà, c'est pas inné. Et donc, on a un diagnostic éthique, on a une matrice de diag éthique pour voilà, passer un peu à la moulinette un prospect ou un client en se disant tiens, qu'est-ce qu'on en pense. Et donc, c'est accompagner aussi les équipes qui vont chercher le business à dire voilà, là, qu'est-ce que tu en penses, se challenger et avoir cette maturité. Par contre, je mets je modère un tout petit peu en disant attention, on blacklist pas des gens, c'est juste qu'on s'intéresse aussi au projet. C'est-à-dire que demain, on peut avoir un client qui est dans un secteur où de prime abord, on se dit c'est pas très green, je vais vous le dire comme ça. Mais si on creuse un peu, le projet dans lequel on voudrait intervenir et contribue à aller vers du mieux et à réduire son empreinte carbone, on peut s'autoriser à les aider parce que c'est ce qu'on veut faire et c'est ça notre raison d'être. Donc ça fait sens. Voilà. Alors, je vais aller vite là-dessus, simplement vous dire qu'en fait, les constats et que je partageais avec vous au début, d'une certaine manière, ce modèle, il concourt à y apporter des réponses. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, par exemple, c'est que en temps de crise où le secteur du numérique a plutôt été en stagnation, Norcis a continué à se développer. Qu'à un moment où la tension sur la ressource est telle que les turnovers dans le numérique peuvent atteindre 30%, chez Norcis, c'est 2 fois moins. Donc ça veut dire que ça a une valeur, parce qu'on a une stabilité des équipes, parce que les liens qui se créent sont stables, parce que quand on explique à un client que pendant 3 ans, il aura une stabilité de l'équipe, il a des garanties de ça. Donc vous voyez que même au niveau, je dirais, purement métier, voire purement économique, on s'y retrouve en fait d'engager tout ça. C'est autant de facteurs de motivation pour moi, pour les entreprises. Et peut-être un dernier truc, c'est que en entretien en ce moment, on voit bien que ceux qui viennent à nous et qui nous rencontrent sont de plus en plus sensibles, notamment aux problématiques environnementales, et que quand on est choisi, c'est souvent pour cette raison-là, parce qu'on s'est vraiment engagé fortement sur le sujet. Par conviction, vous le comprenez, hein, l'étiquette en 2011, tout le monde s'en fout, mais on le fait par conviction. La perma-entreprise, on le fait pour nous au départ. On le fait pas, on le fait pour nous parce qu'on a besoin de réécrire un projet collectif ambitieux, exigeant, qui nous soit satisfaisant au regard des enjeux du monde. Donc, si vous voulez, quand on le fait par conviction. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on le partage aussi largement, c'est qu'en fait, les conclusions, les conséquences sont plutôt très positives et qu'on est à un moment de l'histoire, on a besoin d'outiller les entreprises pour qu'elles se transforment vraiment. C'est pour ça qu'on fait ce travail et ça me permet de faire... je crois que c'est quasiment la conclusion à 42 minutes 30, on est pas mal sétaré, je te donne le chrono en live. Yes. C'est que donc, suite à tout ça, on s'est dit, est-ce qu'on le garde pour nous? Pas grand intérêt. Est-ce qu'on ne lancerait pas une activité de conseil, une activité commerciale de conseil de la perma-entreprise? Intéressant, on peut faire du bise. Mais en fait, ça ne va pas contribuer à l'intérêt général. Donc, pour être aligné avec tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, le choix était de faire un livre, mais pas un énième livre qui raconte une belle histoire, un livre avec une méthode. La méthodologie qu'on a utilisée pour définir notre projet de perma-entreprise, on l'a, je dirais, rendu applicable à d'autres organisations, au premier rang desquelles les entreprises, mais pas que. Aujourd'hui, vous avez une fédération française de sport qui est en train de le faire. On a 2 associations qui nous demandent de les aider un petit peu pour le faire, etc. Donc, dans le livre, il y a... On voit des codires de grands groupes... de quelques grosses et boîtes quelques aussi, hein, voilà et des entreprises. Donc, donner... dans ce livre, il y a une méthode, donc n'importe qui peut se l'approprier. Aujourd'hui, on a plus de 7000 livres, je crois, qui se baladent dans la nature. Malheureusement, il n'est pas, je crois, disponible à la librairie aujourd'hui. On a plus de 120 entreprises qui ont expérimenté, une dizaine qui officiellement sont vraiment allées au bout.
Vous avez des petites entreprises, des moyennes, quelques grandes. Dans le numérique, il y en a 3. Dans l'industrie, dans le service, donc c'est relativement varié. Et puis on a lancé une formation parce que beaucoup, notamment de consultants, de coachs, nous ont demandé de les muscler davantage. Donc vous voyez, en fait, on n'a pas créé une formation pour faire du business. On a créé une formation parce qu'on nous demandait de le faire pour pouvoir essaimer plus large. Vous voyez, c'est donc très très différent ce que je vous disais tout à l'heure. L'économique n'est pas la finalité, c'est une conséquence de quelque chose de beaucoup plus ambitieux au service de la société. Donc voilà comment on cherche à faire notre part pour le monde. C'est pour ça que Cétare et moi, on a pris du temps pour être avec vous aujourd'hui et vous en parler. Continuez à essaimer. Voilà, on a fait plus de 200 interventions depuis 2 ans, donc moi je suis content, je trouve qu'on a fait un truc qui m'a plus amusé que beaucoup d'autres d'ailleurs, même si le sujet n'est pas forcément drôle. Et je crois qu'il y a un dernier truc à dire, Cétare, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'était ce slide. Voilà, donc c'est l'heure de la fin. Il y a des contenus qui sont disponibles aussi sur le site dédié qu'on a créé. Sachez que donc on a un atelier tout à l'heure, si vous voulez mettre un peu les mains dans la méthode. On a imaginé un petit atelier ludique avec des cas fictifs d'entreprise pour que vous puissiez tester tout ça. Donc je vous accueille à 15h40. 40. Mont Blanc 1, 2, 3, 4. Mont Blanc 3, 4. 3, 4. Et il se trouve que dans la foulée de cette conférence, il y a un atelier. Il y a l'arbre à palabre. L'arbre à palabre sur l'entreprise de demain. Voilà. Donc ceux qui aimeraient continuer la discussion, nous poser des questions, on vous invite à nous suivre parce que ça fera une transition parfaite avec l'atelier de l'arbre des palabres. Voilà. Je crois que c'est tout. Merci. Merci beaucoup. C'est l'heure de ressortir vos téléphones. Joue encore. Normalement, vous avez encore la page. C'est pour voir un petit peu le nuage de mots qui va se constituer. Votre perception de tout ça. On va avoir écrit Total en énorme. Alors la taille des mots dépendra de l'occurrence de ce que vous allez proposer. Donc si tout le monde répond Total, en effet, on peut avoir un très beau Total au milieu. Un petit troll. Ça serait marrant. J'appuie. C'est pas le bon code. Allez. Ah là 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 là. Comment ça, c'est pas le bon code? Mais normalement, c'est le même. Vous avez toujours l'interface de la question d'avant, c'est ça? Cela arrive. Alors, attends. Hop. Bon, et du coup, maintenant, qui a déjà entendu parler de la perma-entreprise? Qui en parlera autour de lui? Cool. Pas mal. Est-ce que c'est toujours le même problème sur l'interface? Oh, tant pis, non, attends. Parler. Ah, t'y crois? Si t'y crois, alors. Il suffit que j'aille sur l'appli, normalement, et c'est bon. Hop, present. Si vous rafraîchissez, ça devrait être bon. Balancez vos mots. Hashtag balance ton mot. C'est parti. Ça fait plaisir. Bon courage. On en a. Merci. Total, il est venu quand même. Merci, les gars. Je crois qu'on a biaisé le vote. Ouais, j'aurais pas dû dire Total. RTT. Thibaut, bien sûr. Merci Thibaut. Big up Thibaut. Merci à ceux qui ont écrit Thibaut. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci, bon après-midi.